What storm? We love your country. I love it, but I'm not in love with it. I was just putting in some toast. It started out as hot fusion. 8 months ago, we ignited the hot fusion accelerator. It worked, with one anomaly. It unleashed a time storm. If you're going to laugh, do it now. Should I laugh? I did. The storm was unexpected. It's a tear in time, you see? When we turned the engine on, when the storm erupted, it took us 4 hours to lock down one end. In those 4 hours, there were changes in the world above, changes in history. We labeled those 240 minutes the 240. Clever, isn't it? Down here at the core, we were protected. We are the only ones who remember how the world used to be before the 240. The rings in the tunnel before you form a lightning rod of sorts to draw the storm in when we need to. Right. Okay. Tony Newman, you know, this is J.D. Then, Right. Listen, Doug, when we jump back, we do our job. Nothing else. First commandment, we don't take anything or do anything for personal reasons. If you do, it's considered treason. One misstep back there, and our present changes forever. You got that? See? Okay, let's go for a walk. Man to man, you know, there's something a little different about you, soldier. don't ask, don't tell. Now, I hope y'all pee, because we're not stopping every 10 minutes. Mr. Salazar, take us to launch mode. I need go, no goes. We are go for medical. We are go for psychological. We are go for control. We are go for strategic. We are go for operations. We are go for tactical. We are go for comlink. Time storm approaching. Spiking! Power grid at 97%. Losing visual contact. Just keep walking! I will not puke. I will not puke. I will not puke. Acquiring target. Sympathy at 42%. Sympathy at 79%. Just keep walking! Time on target. 10 seconds. 9. We are at maximum power. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Target acquired.
team is away. Bonjour à tous, vous venez de voir un bref extrait du téléfilm Time Tunnel, une réadaptation de la fameuse série TV américaine Au cœur du temps, réalisée aux États-Unis en 1966. Cette série TV américaine, intitulée Time Tunnel, nous présentait en fait, sous la forme d'une œuvre de science-fiction, quelques aspects technologiques qui auraient été développés dans un vrai programme réalisé dans le plus grand secret par une équipe de scientifiques et de militaires américains. Le programme en question, qui portait comme nom de code Projet Phoenix 1, 2, puis 3 dans sa phase finale, gravitait autour des mystères du voyage dans le temps. Je ne reviendrai pas sur les détails de ce programme, appelé aussi Projet Montauk, du nom de la base où se déroulaient les expériences, car j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, dont le titre était Montauk, un programme de voyage dans le temps, expérience terrifiante. Je souhaitais juste vous dire que les scientifiques de Montauk pouvaient suivre l'évolution du voyageur dans le temps envoyé dans le tunnel principal grâce à l'utilisation d'un second tunnel créé lui aussi artificiellement. Et cette technologie nous avait été présentée dans la fameuse série TV américaine intitulée Au cœur du temps. Dans la série, les techniciens semblent suivre les voyageurs du temps grâce à un écran géant qui apparaît au devant du tunnel, qui dans la série TV portait le nom de Chronogir. Autre détail intéressant, l'un des acteurs principaux de la série portait le nom de Tony Newman, un clin d'œil qui était probablement envoyé à celui qui avait été l'un des initiateurs de la fameuse expérience de Philadelphie, qui était le Dr Von Neumann. D'ailleurs, à ce sujet, ce n'était pas par hasard si l'un des acteurs principaux était né dans la ville de Philadelphie. Tout semble se rejoindre en fin de compte. Mais l'élément principal de la série se trouverait enregistré dans l'épisode 1 de la première saison où l'on voyait un sénateur venir enquêter sur cette base. Si vous regardez attentivement la date de naissance qui se trouve sur la dérive, c'est-à-dire à la gouverne arrière du jet privé qui ramène le sénateur, vous remarquerez une date de naissance qui semble rejoindre cette prophétie bouddhiste, selon laquelle le nouveau Bouddha d'Occident, appelé le Maitreya, l'instructeur mondial, devrait apparaître dans un pays dirigé par le roi des coqs, 3000 ans après la mort de Bouddha. Et il est clair que le pays du coq, c'est la France. Donc pour le bouddhisme, ce mystérieux grand monarque ou instructeur mondial devait logiquement se manifester après la Deuxième Guerre mondiale en France. En interprétant le monument du roi Asoka, selon la branche bouddhiste du nord de la Corée, et d'après son calendrier, l'année 2003 devait correspondre à l'année bouddhiste 3030, soit déjà 30 ans au-delà du 3000e anniversaire de la mort de Bouddha. Donc si on retire 30 ans à 2003, on se retrouve en 1973. Mais dans la série TV américaine, Au cœur du temps, l'aileron arrière indiquerait l'année 1965. Ce qui devient plus qu'étrange, c'est qu'une panne gigantesque avait paralysé toutes les villes de l'Est américain, dont la ville de New York, le 9 novembre 1965. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas. Bon, pour ceux qui voudraient vérifier la date de naissance, vous n'avez qu'à taper sur la toile internet Au cœur du temps, la série TV, épisode 1, saison 1. C'est tout au début de l'épisode, vous voyez le jet arriver. Il faut bien regarder l'aileron arrière. Vous allez voir la date de 1965. Bon, c'est NI 965 et un L à l'envers. Ah, j'oubliais de vous préciser, dans le premier épisode, les deux voyageurs du temps se retrouvent embarqués malgré eux sur le Titanic. Ils ont essayé de prévenir le capitaine du navire que l'apocalypse s'approchait, mais le capitaine du Titanic préféra les enfermer dans une pièce. Jusqu'au jour où la prédiction se réalisa. Le capitaine du navire leur dira « Je ne sais pas comment vous saviez pour l'iceberg, mais je vous libère ». Dans cette nouvelle vidéo, je vais continuer de vous divulguer certaines révélations concernant le projet Phoenix 3. Ce programme n'avait jamais été classifié par les autorités américaines car officiellement il n'avait jamais existé. Sans en informer le Congrès des États-Unis, l'armée américaine aurait autorisé puis couvert une équipe de scientifiques pour qu'elle puisse continuer des recherches sur le contrôle mental.
Pour cela, l'armée lui aurait fourni une base désaffectée qui se trouvait non loin de Long Island dans l'état de New York, hein. C'est la fameuse base de Montauk, hein. Après plusieurs années d'études, ces scientifiques auraient réussi à mettre au point une machinerie assez complexe, hein, dans les sous-sols de la base militaire, hein. L'appareillage en question se composait d'un puissant radar qui était connecté à un réseau de superordinateurs. Mais l'élément principal du dispositif reposait sur l'utilisation d'une chaise assez étrange, hein, sur laquelle était placé un cobaye humain. Cette chaise de Montauk avait la capacité d'amplifier les ondes de la pensée et ensuite de les utiliser pour matérialiser certains objets qui avaient été imaginés dans l'esprit du cobaye humain. La technologie utilisée dans cette chaise reposait essentiellement sur l'emploi de tout un réseau de bobines Tesla reliées à plusieurs cristaux. Et sous la chaise de Montauk, les scientifiques avaient décidé de faire construire une grande salle à l'intérieur de laquelle ils installèrent une antenne gigantesque, hein, de type delta T, hein, mesurant 50 mètres sur 30. L'énergie électromagnétique émise par le radar, qui était ensuite orientée vers la chaise de Montauk, servait à amplifier les ondes psychiques du cobaye humain qui se trouvait allongé dessus. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'un des cobayes les plus aptes à utiliser cette technologie était sans aucun doute l'un des rescapés de l'expérience de Philadelphie, hein, Duncan Cameron. Il avait pour ainsi dire été programmé, hein, pour ce genre d'expérience, hein. Mais comment les scientifiques américains arrivaient à ouvrir des portails temporels avec ce dispositif? Le cobaye humain qui était Duncan Cameron s'allongeait sur la chaise et se mettait en condition psychique. Le transmetteur, c'est-à-dire le radar, était alors mis en route, hein. La tête de Duncan était recouverte de plaques reliées par des fils à la manière d'un électroencéphalogramme, hein. Et Duncan se concentrait alors sur une ouverture du temps, hein. Après quelques minutes de concentration, un vortex se formait progressivement au centre de l'antenne delta T, hein. Puis à l'endroit prévu dans le sous-sol, un tunnel apparaissait. C'était une sorte de corridor circulaire en spirale et cannelé. Tout au fond se trouvait une ouverture lumineuse plus petite, hein. Il ne fallait pas la franchir, hein. Le tunnel était éclairé, hein. Dès qu'une personne entrait dans le tunnel, elle se sentait comme aspirée dans un vortex, hein, et finissait par se retrouver au lieu et endroit choisi, hein. Dans ce tunnel du temps, on pouvait emporter des objets, on pouvait rapporter des objets. Par exemple, certains appareils auraient été ramenés du futur et auraient fait progresser la technologie, hein. Mais dans bien des cas, certains cobayes humains qui étaient envoyés dans le tunnel se perdaient, disparaissaient définitivement de notre dimension. Il devenait donc nécessaire de programmer le retour pour un temps légèrement en avant, hein, au moment du départ. Parfois, les cobayes humains revenaient des années plus tôt, hein. Au début, le portail temporel devait rester ouvert et cela dépendait du degré de concentration de Duncan. Celui-ci dut subir un entraînement important pour obtenir que le portail non seulement reste béant, mais qu'il soit stable. À la fin de l'année 1981, le système n'était pas encore parfait, mais le portail temporel restait fixe. Lorsqu'on décidait d'ouvrir le portail pour y faire un voyage dans le temps, une partie de la base était évacuée, hein. Il ne restait plus que Duncan Cameron et une équipe de techniciens, mais chacun avait sa fonction propre et ne connaissait pas celle des autres. Alors une équipe spéciale qu'on appelait équipe secrète arrivait, le travail commençait. Et Duncan Cameron pouvait voir et surveiller le voyageur de l'espace-temps. Il pouvait aussi voir et entendre ce que ce voyageur voyait et entendait. Tout cela était enregistré sur des vidéocassettes, hein. Cette phase du projet avait été intitulée Phoenix 3 et dura de 1981 jusqu'au mois d'août 1983. À partir de 1982, l'utilisation du cobaye humain Duncan Cameron n'était plus nécessaire pour l'ouverture des vortex, hein. Il avait été remplacé par un programme informatique qui lui activait automatiquement tout le système. Donc on peut dire que le voyage dans le temps était opérationnel dès l'année 1980. À ce moment, les scientifiques auraient essayé d'évaluer si certaines modifications du passé pouvaient altérer le présent. Il apparaîtra assez rapidement que cette manipulation du temps pouvait devenir très très dangereuse. Car si on intervenait trop dans le passé, et même si on y allait trop souvent, on pouvait déclencher certaines catastrophes. On pouvait par exemple fracturer la ligne de notre temps et glisser vers des réalités parallèles peu réjouissantes, hein. Par exemple, une réalité parallèle où l'Allemagne nazie aurait gagné la guerre. La clé des réalités alternatives différentes résiderait dans le temps. Le temps est le passage d'une réalité à une autre, hein. Si vous manipulez le temps, vous manipulez les autres réalités. Par exemple, pour voyager dans le temps, vous sautez d'une réalité à une autre, à l'intérieur d'un vortex ou d'une sorte de tunnel. Le temps total serait en fait comme une énorme sphère, hein, dite la mer du temps. Notre temps particulier serait une petite sphère à l'intérieur de cette vaste mer du temps. Lorsque vous êtes dans cet univers ou mer du temps, hein, vous pourrez aller dans toutes les directions possibles, c'est-à-dire toutes les réalités imaginables. Quelquefois, certaines de ces réalités peuvent se retourner sur elles-mêmes, hein, et on appelle cela une boucle temporelle. Il y a alors une répétition continuelle des événements. Il existerait une telle boucle entre 1983 et l'année 2003, hein, et les mêmes événements se reproduiraient sans arrêt, hein, continuellement.
Lorsque les premiers vortex ou portails avaient été créés grâce à la chaise de Montauk, on avait commencé par les tester en y envoyant toutes sortes d'objets, puis les scientifiques auraient décidé par la suite d'y envoyer des animaux. Lorsqu'on envoyait de petits objets, c'était assez facile, mais quand les scientifiques avaient commencé à y envoyer des humains, il fallait d'abord accorder avec soin toutes les fréquences personnelles de chacun de ces individus. Au début des essais, beaucoup de gens avaient été perdus dans le tunnel du temps. Et la mise en place du tunnel du temps nécessitait de nombreux cobayes humains pour expérimenter ces voyages dans le temps. Il était devenu courant d'attraper des gens dans la rue et ensuite de les envoyer dans le tunnel. Bon, la plupart du temps, il s'agissait de clochards ou d'ivrognes, des gens abandonnés dont la disparition ne pouvait pas créer de problème avec la famille. Lorsque les scientifiques de Montauk décidaient de rechercher de nouveaux cobayes pour les expériences, une équipe spéciale était alors envoyée à New York pour y ramasser quelques ivrognes. Ils étaient tout de même obligés de les maintenir à la base pendant une semaine pour qu'ils soient entièrement sobres. Et beaucoup d'entre eux ne revenaient pas du tunnel. Lorsque quelqu'un était perdu, c'était causé habituellement par une déformation de l'hyperespace. Les scientifiques essayaient tout de même de récupérer leurs cobayes. Plus tard, les scientifiques auraient réussi à créer un tunnel secondaire, ainsi ils pouvaient suivre les voyageurs du temps, parfois d'ailleurs contre leur gré, pour les ramener. Ce tunnel secondaire était un vortex d'énergie non matérielle qui ne permettait pas d'intervenir, mais seulement de voir et d'entendre. On l'appelait l'œil qui voit. On pouvait suivre l'individu et observer ce qu'il voyait. Cela ne réussissait pas toujours. Et on continuait parfois de perdre beaucoup de monde dans le tunnel. Ce genre de technologie avait été présenté dans la fameuse série télévisée américaine intitulée Au cœur du temps. Je vous diffuserai un petit extrait juste après la vidéo. Là, vous verrez, c'est un écran qui apparaît au devant du tunnel et qui permettait aux techniciens de voir les voyageurs du temps. Là, tout à l'heure, j'ai parlé des réalités alternées, mais il faut aussi savoir que pendant ces expériences, les scientifiques américains qui travaillaient dans cette base de Montauk ont fait plusieurs sauts dans le passé, c'est-à-dire ils ont envoyé des gens dans le passé pour modifier certains aspects de notre histoire. Donc ils se sont rendus compte assez rapidement qu'en manipulant le temps, en modifiant certains aspects de notre passé, ils donnaient naissance à des réalités alternées. C'est-à-dire, au lieu que notre monde soit affecté, c'est une autre Terre qui était plus ou moins créée et dans lequel le scénario envisagé par les scientifiques de Montauk se réalisait sur cette autre Terre. Par exemple, ils ont fait un test, et ils ont envoyé une équipe pour essayer de sauver la vie du président américain Kennedy. Par la suite, ils se sont rendus compte que dans ce scénario, c'était devenu assez catastrophique pour les États-Unis parce que le complexe militaro-industriel s'écroulait. L'économie américaine était en phase critique. Donc il fallait à tout prix repartir en arrière pour laisser l'assassinat se produire. C'est la même chose, ils ont fait des tentatives avec la guerre de sécession, ils ont fait des tests pour essayer de voir si le Sud gagnait la guerre, que se serait-il passé. Là, ils se sont rendus compte que dans cette autre réalité alternée, les États-Unis ne se sont jamais formés. C'est-à-dire en laissant les États du Sud gagner, les États-Unis n'auraient pas la configuration des 50 États que nous, lui, connaissons actuellement. Bon, là, je vous diffuse un petit extrait de la série TV Au cœur du temps. Comme ça, vous verrez comment fonctionne l'œil qui voit. Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogire. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps. Rien de cassé. Mais où sommes-nous? Savez-vous dans quelle zone de temps il se trouve? En tout cas, plus d'un siècle avant notre ère. Tâchez d'avoir un repère plus précis. Plus de 5 siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes tombés au beau milieu d'une bataille. Cachons-nous derrière ces rochers.